Salut à tous, le débrief c'est notre espace de discussion hebdomadaire pour confronter nos idées. Je suis Sacha, professeur de mathématiques accompagné de mes deux frères Wesley et Nathanaël. Hello Bonjour à Sach, tous. Salut, tu vas bien? ça va et toi? Alors je pense qu'aujourd'hui pour tous nos éditeurs, le débrief n'a jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a seulement quelques heures, C'est pas faux. on a assisté à l'hommage pour Rafael Nadal en ouverture de Roland-Garros, on peut le dire comme ça. Et donc voilà, seulement quelques heures après, on se retrouve pour débriefer cet hommage, puisqu'on est avec ici un grand fan de Rafael Nadal, si ce n'est peut-être le plus grand fan, je sais pas. Un J'ai fan envie de te dire vivant. une chose, j'ai envie de te dire qu'une seule chose, c'est Vamos Rafa. Vamos, vamos. D'a- D'ailleurs, ça, je sais pas si t'as vu, mais petit changement de décor ici. Je sais Ouais. pas ce que t'en penses. Bah, c'est super, hein. Donc pour ceux qui voient pas l'image, peut-être on peut décrire. Il nous a mis le cadre en haut de la une de l'équipe, qui est la dernière une du coup de l'an dernier. C'est C'est bien ça? ça. Ouais, c'est ça. C'est la une au moment où du coup sa retraite était annoncée, la Ouais. retraite de Rafa. Et pour la petite anecdote, vu que j'habite en Israël et que j'avais pas la possibilité de me la procurer moi-même, j'ai demandé. En fait, ce que j'ai fait, non, c'est que j'ai envoyé un mail à l'équipe qui m'avait donné Ouais. leur adresse. Ouais, parce que je l'avais pas acheté le jour même de la sortie. Et j'ai envoyé un mail à l'équipe en leur disant voilà, je veux l'acheter, est-ce qu'il vous en reste? Et il fallait leur envoyer un courrier avec le montant exact. Donc j'avais demandé à papa de le faire. Et quelques jours après, on l'a reçu. Et Génial. il me l'a envoyé et tout. Donc j'étais hyper content. Et j'étais tombé sur Instagram. J'étais tombé sur une vidéo d'un mec, un autre fan comme ça, qui l'avait encadré. Ça m'a donné l'idée. Je me suis dit, vas-y, je fais ça. Donc je l'ai encadré juste au-dessus ici. Donc ça, c'est la une de l'équipe. Et exact. Petit changement de décor. On voit aussi quelques livres là sur Ouais, ma gauche. j'allais te dire. J'en ai pas mal d'autres, mais en fait, aussi de manière générale, je pense que ça change du décor habituel. Sur mon bureau, là, je me suis mis sur un petit canapé dans le coin de la pièce, donc c'est, je pense, beaucoup plus sympa et beaucoup plus attrayant à regarder pour les gens qui regardent sur YouTube, Les spectateurs. les spectateurs. Alors Les attention, c'est pas spect- des téléspectateurs, hein, parce qu'on n'est pas sur une télé. Quoique, vous pouvez mettre YouTube sur les télés connectées, donc bon, voilà. Finalement, on Ouais. peut avoir des téléspectateurs. D'ailleurs, il n'y a pas de nom pour les consommateurs de YouTube, tiens. C'est parce que je suis en train de me dire, il y a les YouTubeurs et il n'y a pas les mecs qui consomment YouTube à mort. Moi, je me considère vraiment comme un consommateur à fond de YouTube. Bah, Il n'y les a pas vraiment de... Ouais, spectateurs, ils viewers, devraient les faire. viewers. Ouais, les viewers. Ouais, exact. Ouais. C'est ça, c'est les viewers. Mais t'as raison, Sach. T'as raison. Je pense que c'est vraiment le... Il y a pas eu meilleur moment pour le nom du débrief. C'est-à-dire que là, on a vu ça en live tous les deux. On se parlait hier par WhatsApp Ouais. de la cérémonie. On va en parler dans un instant, mais ouais, on en parlait en live et voilà, on s'est dit, viens, on l'enregistre. On voulait le faire hier soir, donc juste après. Au final, ça n'a pas pu se faire, donc on le fait le lendemain. Donc on est à J+1 de la cérémonie en hommage à Rafa sur Roland-Garros. Tu sais que hier, je joue au foot comme tous les dimanches et, Ouais, j'étais pas bon. Enfin, je jouais bien dans le jeu, tu vois, j'étais pas mal dans le jeu, mais j'ai raté plusieurs occasions, j'étais pas au top. On a mis genre 15 buts et tu vois, au bout d'un moment, j'ai dit putain, et on jouait à 5 contre 5. J'ai dit putain, sur 15 buts, ok. mais j'en ai mis aucun. C'est la honte, quoi. Et à un Quoi, moment d'habitude, donné, tu marques combien? à 4-5, on va dire. Mais là, j'en ai mis aucun. Et bon, j'étais utile dans le jeu, hein, je défendais et tout, mais bon, bref. Et puis à un Ouais, moment donné, je marque 2 buts. Et là, genre ok. vraiment, c'était une libération. J'ai crié Vamos! Donc tu vois, c'est vraiment pour dire que nous qui sommes nés avec Rafa, en fait, qui avons baigné C'est vrai. dans son histoire, dans sa légende, bah, en fait, c'est fou à quel point il nous a, il nous a, comment dire ça, ouais, il nous Ah ouais. a partagé son Vamos. Maintenant, à chaque fois que je fais un sport, que je gagne un point, que je fais un truc, bah, pareil, je crie Vamos. Donc voilà. Après, toi, c'est vrai que t'es un grand fan. Donc je vais peut-être plus te laisser la parole sur cet épisode. Mais moi, il m'a quand même vachement inspiré. Et alors, pour revenir à la cérémonie On va en d'hier, moi, parler. j'ai trouvé super le fait qu'ils aient laissé l'empreinte. En fait, Incroyable. c'est vraiment aussi une belle signification. Tu vois, il a marqué de son empreinte l'histoire du tennis et l'histoire du Roland-Garros. Du coup, C'est vrai.
l'empreinte sur le terrain à vie. Donc ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus? Non, c'est vrai. Bah déjà, qu'est-ce que tu dis sur le Bamos? C'est fou parce que bon, nous, ça a commencé en 2004-2005, où en 2005, j'avais 10 ans, quoi. J'avais 10 ans. Mm. Je comprenais même pas l'espagnol, et en fait, le seul mot qu'on savait, qu'on connaissait en espagnol, c'était Bamos, grâce à Rafa, tu vois. Et combien de fois on l'a vu crier son petit Bamos sur le cours, etc. C'était incroyable. Et pour la petite anecdote, alors encore une fois, je l'avais dit sur des épisodes récents que notre fils s'appelle Raphaël. Et quand je l'amène à la crèche et tout, des fois, je me sors un petit Vamos, Rafa! Vamos! Je me fais des kiffs tout seul comme ça. Et Alors, confusion, t'as dit notre fille, mais c'est pas notre fille à tous les deux, hein. Attention. ouais, c'est un bon point. Bon point à signaler parce on est frères, pas Voilà. consanguins. Donc, Pour ceux qui découvrent le podcast, hein, on a des nouveaux auditeurs chaque jour, donc on fait la petite, le petit rappel. moi j'aurais peut-être dû dire ma fille, mais en tous les cas, ouais, voilà. Ma fille qu'on a prénommée Raphaël, d'après Raphaël Nadal. J'ai toujours, et Sacha, ça tu le sais par contre, Ouais. depuis toujours, j'ai dit, moi si j'ai un fils, je l'appelle Rafa. Il y avait pas d'autre alternative que Raphaël pour un prénom de premier enfant. Et quand on a su que c'était une fille, j'ai convaincu ma femme, je lui ai dit, écoute, fille, garçon, c'est Rafa, quoi qu'il arrive. Et donc aujourd'hui, c'est Rafa, petite Rafa. En tous les cas, très content de ce prénom. Mais pour revenir à la cérémonie d'hier, donc rapidement, pour faire un petit débrief de cette cérémonie, Sach, c'est vrai que quand tu me dis il a marqué de son empreinte le tennis mondial, et encore un peu plus Roland Garros, en fait, moi, quand j'ai vu ça hier, je me suis dit, mais c'est fou parce que les grands chelems, de manière générale, c'est très conventionnel. C'est hyper. Alors, je pense à Wimbledon, qui est très, très protocolaire. C'est-à-dire Ouais. que les joueurs doivent jouer en blanc. C'est du gazon qui doit être parfait. C'est Londres. Même, je crois que les spectateurs, il y a énormément de règles pour garder cette sorte de classe, cette sorte d'intemporalité qui existe surtout sur les grands chelems, mais en particulier sur Wimbledon. Et Roland Garros, peut-être c'est moins protocolaire, évidemment, que Wimbledon. Il y a les pubs autour sur le court, etc. Mais c'est quand même un grand chelem. Et le court central, Philippe Chatrier, de Roland Garros, il porte le nom de Philippe Chatrier, qui a beaucoup fait pour le tennis. J'ai pas envie de forcément voilà, détailler sur Philippe Chatrier, mais en tous les cas, c'est un court central de grand chelem. Il y en a que 4 des grands chelems dans l'année. Roland Garros en fait partie. Et ils ont décidé de mettre cette trace pour toujours de Rafa Nadal qui a gagné 14 Roland Garros, qui est énorme. Avant l'époque Nadal, Djoko, Federer, il y avait le détenteur du record du nombre de grands chelems gagnés, c'était Pete Sampras, qui lui en avait gagné 14 en tout. Donc en tout, en comptant Wimbledon, l'US Open, l'Open d'Australie. Nadal en a fait 14 simplement sur Roland Garros. Donc c'est vrai que, alors on va pas se répéter, tout le monde le sait, etc. Mais la prouesse, elle est grandiose. Donc faire ce genre d'hommage, c'est vrai que ça m'a beaucoup ému. J'en ai eu des frissons et c'était un très très bel hommage. Et ça, je voulais te dire, justement pour reprendre sur l'hommage de manière particulière. Alors, tu sais que de base, je voulais même pas le voir l'hommage. Je voulais même pas le regarder. Pourquoi? Parce qu'en fait, et ça c'est un truc que voilà, je voulais te le dire et même je vais le dire aux auditeurs. Alors je sais pas si les autres fans de Nadal peut-être pensent comme moi, mais en fait Nadal c'est 20 ans de notre vie, c'est 20 ans d'émotion, d'une intensité incroyable. Mhm. C'est-à-dire que pendant 20 ans, on a vibré, on a regardé les matchs. Moi je me suis réveillé la nuit pour regarder les matchs de Nadal à l'US Open. On s'est réveillé le matin pour avoir les matchs à l'Open d'Australie, on se réveillait aux aurores. Donc c'est 20 ans. Et en fait, c'est des émotions d'une intensité. C'est-à-dire que les victoires, comme la défaite, nous ont procuré mais une intensité folle. C'est-à-dire qu'il y a des défaites, alors on va revenir dessus par la suite, il y a des défaites, moi j'ai pleuré. Il y a des victoires où j'ai pleuré. Et le fait d'avoir cette cérémonie, eh ben, je me disais, et ça va me toucher. Et en même temps, d'un côté, ça va me toucher positivement, mais d'un autre côté, ça va aussi me rappeler tous ces souvenirs, toute cette intensité-là, des souvenirs, des défaites, des victoires. Et bizarrement, c'est pas forcément quelque chose sur lequel je veux revenir, puisque c'est le passé, c'est 20 années de notre vie.
Et en même temps, je me dis, c'est toute mon enfance en fait. C'est-à-dire que de 10 ans à 30 ans, et ça, Rafa a parcouru toute ma vie, toute mon enfance, mon adolescence, mon début de vie adulte, et le voir aujourd'hui père, voir son fils pendant l'hommage, ça m'a aussi permis de finalement, après toutes ces années, de me mettre en quelque sorte sur un même piédestal en termes de père Ouais, de famille et de comprendre. tu t'es identifié à lui. Mais Et c'est ça. c'est exactement ce que je écrivais hier par message. Depuis que mon fils est arrivé, je suis devenu Ouais, très très émotif. Et là, pareil, ça m'a donné de l'émotion de le voir ému. En fait, à chaque fois que je c'était voyais fou. son fils, tu vois, je me disais, waouh, tu vois, il y a quelque chose qui va rester dans la tête de son fils. Mais moi, après, en tant Ah que oui, père aussi, je me disais, il faut aussi que mon fils me voit comme ça, il faut aussi que j'accomplisse de grandes choses et tout. Donc, ouais, je comprends totalement. On s'est identifié à lui dans notre jeunesse avec la hargne, l'envie et tout. Maintenant, on peut s'identifier avec le fait d'être père. Non, mais c'est vrai que c'est magnifique. complètement. Et c'est vrai que c'est un point pour lequel je voulais revenir parce que Nadal, c'est vrai qu'il a mis ça de côté, cette possibilité d'être père. Lui, c'était vraiment sa carrière avant tout. Même, alors je l'avais dit sur un épisode précédent, même par exemple sa fiancée ne participe pas, n'était pas là au final de Grand Chelem. Elle a raté pas mal de finales de Grand Chelem pour pas le déconcentrer. Donc lui, voilà, il voulait mettre cette vie de famille, entre guillemets, derrière sa carrière, après sa carrière. Et là, le voir, et comme tu dis, ça veut dire que au final, on s'identifie à lui, nous deux, parce qu'on est nouveaux pères. Donc on s'identifie à lui au final aujourd'hui. Et c'est marrant parce que moi, en tant qu'enfant, En fait, j'ai toujours voulu être, en quelque sorte, Rafa, peut-être pas être lui, évidemment, mais m'identifier à lui, récupérer certaines de ses expressions, par exemple sur le cours de tennis, ou bien certains de ses caractères, et je vais revenir sur ça aussi. Mais le fait d'avoir cette volonté, cette hargne, cette possibilité de jamais se laisser battre, se battre sur chaque point, ça veut dire que cette mentalité et ces valeurs qu'il a retransmises, elles sont folles, elles sont incroyables. Ça a été mon idole absolue, un modèle de vie, que ce soit tennistique ou même voilà, personnel pour la vie. Et en fait, tu peux jamais vraiment t'identifier à Nadal parce que c'est Nadal. Tu vois, ouais. Tu peux pas t'identifier des Nadal. Voilà, il y en a eu un dans l'histoire. Si tu prends les trois, Federer, Nadal, Djoko, ils sont trois. Tu vois, aujourd'hui, ils ont changé le tennis à tout jamais. Et en fait, voilà, tu t'identifies, t'essayes de t'identifier à eux ou à lui, en l'occurrence pour Rafa, mais tu peux pas parce que c'est Rafa. Mais dans le même temps, c'est après sa carrière, c'est au moment de donner sa retraite et de le voir sur cet hommage que au final, tu vois, je me suis identifié à lui en tant que père quand il prend son fils dans les bras et qu'on le voit vraiment ému à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'on s'identifie à lui. Et je pense que toi, comme moi, on a eu ce même sentiment. Et c'est fou de se dire que voilà, après au final 20 ans, et ben on peut se dire là, je comprends ce qu'il ressent, tu vois, à Ouais, l'intérieur de lui. Tu comprends ce qu'il exactement. ressent. Ah, Parce que des vraiment, émotions. bravo, tu as tout résumé. Et d'ailleurs, en termes d'identification, est-ce que tu m'autorises à en parler? Ouais, bah, parler de Euh, quoi? Je sais pas. Petite anecdote pour les Ah, auditeurs. ouais, je pense que je sais de quoi tu veux parler, vas-y. Donc Wesley est de nature très très fin, il a toujours été fin et en plus le fait que ce soit quand même un sportif, enfin il fait quand même beaucoup de sport, ça accentue le fait qu'il soit assez fin et toujours donc depuis 20 ans, il le répète inlassablement. Tu vois là mon biceps, dans 2 ans c'est comme Nadal, dans 2 ans c'est Ouais. comme Nadal. Attends, je crois que tu fais une petite. Je te fais une petite rectification. Je pense que tu as voulu être trop gentil pour moi. Mais je disais pas dans 2 ans, je disais dans 6 mois. Dans Dans six six mois mois. c'est Dans comme 6 mois, je Nadal. serai comme Rafa. Dans 6 mois, je Ouais. serai comme Rafa. Et à chaque fois que je me mettais en débardeur, etc., c'est marrant, mais tu sais, ouais, je me dis, putain, mais dans 6 mois, je suis comme Rafa. C'est sûr. Et c'est marrant parce que aussi, tu vois, t'as toute cette aura que Rafa représente, que ce Ouais. soit pour les enfants, pour les jeunes, pour les ados, pour les adultes. C'est-à-dire que même notre père, qui de base s'en fout de Rafa, et bah, ça fait aussi partie de sa vie à lui, tu vois, d'avoir vu son fils être à ce point fan d'un joueur de Mm. tennis. Et ben, je crois qu'il a regardé hier l'hommage. Mais en tous les cas, non, ce que je veux dire, c'est que voilà, cette aura, elle a touché tellement de gens. Et Ouais. c'est fou à ce point d'avoir autant
de fans et de gens qui veulent te ressembler. Et moi, j'ai une petite anecdote pour toi, Sach, et pour nos auditeurs. Alors juste C'est... avant que tu donnes ton anecdote, du coup pour conclure Vas-y. sur notre petite parenthèse, c'est marrant de se dire que toute ta vie tu as voulu t'identifier à lui physiquement et au final tu as Ouais, réussi à t'identifier à lui hier, le jour de sa retraite officielle à Roland-Garros, le jour de son hommage avec son fils. Donc c'est assez c'est amusant. fou. C'est marrant, bah, c'est ça, c'est exactement ça. Et malheureusement, j'ai pas encore les bras de Rafa, mais tu vois, dans mon esprit, alors peut-être que c'est un truc un peu, on va dire enfantin, mais dans mon esprit, dans 6 mois, je serai comme Rafa. Tu vois, mais pour toujours. Hmm. C'est-à-dire que moi, bizarrement, j'ai jamais perdu ça de la tête. Ça m'a jamais quitté et ça me quittera jamais, j'espère. Et le jour où ça me quittera, je me dirai, mais c'est là qu'il y a un problème, tu vois. Mais en tous les cas, dans 6 mois, je serai comme Rafa. Ça, tu peux compter sur moi. En 6 mois, tu verras, il y aura du Alors gros biceps. peut-être que maintenant qu'il va arrêter de jouer au tennis, son biceps va s'affiner et là tu pourras vraiment être comme Rafa dans 6 mois. Mais T'es en train de me dire que quand il aura 70 ans, je serai comme Rafa, quoi. c'est lui C'est qui va te ça. rejoindre, c'est lui qui va te rejoindre, c'est pas toi. Ouais. Ouais. Non, mais et attends, moi je voulais te dire une autre petite anecdote aussi. Vas-y. Tu sais, alors, c'est moi à chaque fois que je regardais Nadal jouer, j'avais envie de prendre une raquette dans les mains, et spécialement pendant Roland-Garros, on regardait en rentrant de l'école, les Ouais. après-midi un peu ensoleillés comme ça. Je prenais la raquette et tout, et on tapait de la balle contre le mur à la maison. Et tu te rappelles quand on a fait ce petit match et que malencontreusement la balle a tapé le lustre qui s'est effondré complètement sur la table. Je pensais que Ouais. c'était mes derniers instants, mais voilà, on a pas mal d'anecdotes comme ça. On a cassé tellement de trucs en jouant au tennis à la maison, en jouant au foot. Alors, on jouait au tennis à la maison, mais pour clarifier encore une fois, notre salon où on jouait au tennis, c'est quoi? 30 mètres carrés, peut-être 25 mètres carrés? Ouais, ouais, quelque En chose comme fait, ça peut-être, le c'est pas salon. genre, c'est pas genre qu'on avait un jardin ou quoi. On jouait au tennis Ah oui, dans un espace minuscule. Et ouais, c'est vrai que ça a tapé le lustre qui s'est on a complètement tout pété en cassé, mille hein. morceaux. Et là, donc je répète souvent cette anecdote, j'avais été hyper impressionné par toi. Parce que quoi, tu devais avoir quoi, peut-être 12 ans? Et du coup, moi, 10. Ouais. Ouais, peut-être, ouais, un truc comme ça, je Voilà, un pense. truc comme ça. On joue au tennis, il pète le lustre. Nous, on prend nos jambes à notre cou, on se casse le plus loin possible Ah ouais, pour que hein. notre père voit ça. Et On a puis eu notre père, peur. et puis notre père rentre de la maison, enfin à la maison. Et moi, je suis en panique. Il va me détruire. Il va me détruire. Et c'est Wesley qui avait tapé la balle dans le lustre, hein. Donc moi, finalement, j'étais fautif de jouer, mais j'étais pas fautif du meurtre. Et Wesley, il est allé voir notre père. Et il lui a dit, écoute, j'ai joué au tennis et j'ai cassé le lustre. Il a pris toute la responsabilité. Et moi, j'étais tellement content. J'ai dit, putain, je vais pas me faire défoncer. Donc ouais, j'avais été très admiratif ce moment-là. Ouais, c'est marrant. Et tu sais que cette anecdote, elle me refait penser à un autre truc. C'est que c'est au moment où... Ah, quoique, attends. Non, ouais, peut-être je vais dire des bêtises, mais c'est à un moment... Je crois que c'est le moment où peut-être Michael Jackson était mort. Et c'était la semaine où Michael Jackson était mort ou un truc comme ça. Et j'étais... Genre, notre père, il m'avait viré de la maison. Il m'a dit, tu dégages. Donc j'ai dégagé. T'as cassé le lustre, tu dégages. Donc voilà, je suis sorti tout seul comme ça. Et je me suis fait une petite balade et je me souviens parce que ça m'avait marqué cette journée. Et j'avais acheté un magazine rétrospectif de la vie de Michael Jackson. Bon, voilà, pour la petite anecdote. Mais en tous les cas, ouais, pour revenir à Rafa, voilà, ça veut dire que cet hommage, il était magnifique. Et d'un côté, comme je te disais, Sach, voilà, il y a cette partie de joie. Je me dis, voilà, c'était vraiment beau. Et cette partie où je me dis quand même j'ai eu la chance d'avoir eu cette idole en fait, cette idole par laquelle j'ai appris tellement de choses. Et c'est vrai qu'il y a quand même une tristesse où je me dis bah ça sera plus jamais ça sera plus jamais pareil en fait. Et tu sais quoi, je me demande même si, enfin moi alors je pense que c'était un truc où je voulais revenir un peu plus tard dessus, mais le tennis de manière générale, ça sera pour moi et peut-être pour d'autres plus jamais la même chose. Bon, Federer est déjà parti depuis quelques années. Et maintenant Nadal, il y a eu Murray, il va y avoir Djoko. Ça veut dire que aujourd'hui il y a des Alcaraz, il y a des Sinner et autres. Mais voilà, ça sera plus pareil. Alors peut-être que parce que j'étais enfant au moment de l'ascension de Rafa, mais moi je ne suivrai plus le tennis de la même manière. Je regarderai toujours peut-être quelques finales de Grand Chelem,
Et encore, c'est une part de ma vie quand même qui, tu vois, qui s'envole. Et je pense que pour toujours, je me remémorerai toujours les plus beaux souvenirs. Il m'arrivera tout le temps de revoir les vidéos YouTube de certaines finales, de certains points, les highlights et d'autres. Donc ça, ce sera pour toujours. Ouais, non, je comprends. Et en parlant de highlights, justement, tu as dit que tu avais fait pleurer pour des victoires et des défaites. Tu peux nous expliquer quelle victoire, quelle défaite t'a fait pleurer? Ouais, alors déjà, non mais déjà ce qui est intéressant, alors ouais, voilà, il y a eu plein de défaites, plein de victoires. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de savoir le à quel moment. Moi, j'avais peut-être une dizaine d'années, peut-être un peu moins. Je connaissais un peu le tennis, j'avais joué quand j'étais plus petit, avant, vers 5 6 ans. Et il y avait un jour, j'étais complètement malade. J'étais au lit malade. Je crois que je dormais même dans le lit de mes parents. Bref, cloué au lit, il y avait une télé. Et c'était c'était la Coupe Davis en 2004. Et j'allume la télé, France 2, et je tombe sur France-Espagne en Coupe Davis. Et je vois Nadal, 18 ans, débardeur, pantacourt, bandana, cheveux longs, biceps comme t'as dit. Et moi j'ai dit putain, c'est quoi ce mec? Et il courait partout. Les Il courait premiers partout. émois, les premiers Les émois, pro- toi aussi. Voilà, exactement. Les premiers émois envers Rafa, mais en tous les cas, je le voyais et je me disais, mais retiens son nom. Genre Nadal, genre Nadal, Nadal. Et je me disais, retiens son nom parce que c'est un monstre. Et depuis ce moment-là, je suis devenu très très fan. Mais en tous les cas, voilà, il y a eu des moments de joie énormes, énormes, et des moments. Et en fait, je me demande même si, tu vois, évidemment, euh, en fait, c'est marrant parce que les défaites, sur les émotions des défaites, et ça, c'est ce que les joueurs de tennis te disent aussi, ou les grands sportifs te disent, euh, les défaites, en fait, elles te font plus pleurer que les victoires te font pleurer. Tu vois, t'as beaucoup plus de mal ou d'émotions quand tu perds que d'émotions quand tu gagnes. Quand tu gagnes, en quelque sorte, c'est entre guillemets la normalité, surtout pour eux. Et quand tu perds, c'est voilà, il y a quelque chose qui est cassé. Et moi, c'est vrai il y a eu des moments où j'étais deg. Roland Garros contre Soderling. Je sais pas si tu te rappelles, ça, la première défaite de Nadal à Roland Garros quand il se fait huer par le public. Oh Mm. là là, mais c'était horrible, horrible pour moi. Oh là là, j'étais dégoûté, mais vraiment dégoûté. Bon, ça c'est juste un petit moment. Après, il y a eu des moments à l'Open d'Australie qui étaient assez durs aussi, où voilà, quand Nadal en 2014, il tombe sur Wawrinka en finale et qu'il se bloque le dos et qu'il arrête de jouer, il continue à jouer malgré la douleur, mais il perd la finale contre Wawrinka. En fait, l'Open d'Australie, il y a eu plein de moments où tu te dis, putain, il aurait dû gagner le tournoi, il aurait dû le gagner, il l'a perdu. Il y a eu la finale, alors la finale la plus longue, presque 6 heures, en 2012, contre Novak Djokovic, où là, alors là, il y avait 4-2, il avait, je crois, 2 balles de 5-2, avec un coup droit très facile, qui tombe dans le filet, et il perd le match. Et c'était très dur ce moment aussi parce que voilà, c'était Djokovic qui arrivait, qui était monstrueux à ce moment-là. Donc Nadal perd très très dur. Après, il y a eu la finale encore à l'Open d'Australie en 2017 contre Federer, où là, il y a le retour Nadal-Federer en finale. Et en fait, à ce moment-là, tu te dis, putain, Nadal, il bat toujours Federer, surtout en finale de Grand Chelem. Il le bat tout le temps, et il perd en finale, et pareil, dégoûté. Donc ça, c'est les défaites les plus marquantes, on va dire. Mm. Et après, les victoires les plus belles, bah, numéro une, hein, évidemment, c'est Wimbledon 2008, qui est la finale légendaire, Nadal-Federer. Euh, alors, Sach, tu te souviens de ce moment ou pas? Est-ce que c'est quelque Ah, chose... elle est Va- enregistrée sur une cassette en plus. Ouais, je crois que ouais, je l'avais enregistré. Je m'étais débrouillé pour la trouver de manière, enfin, en entier par la suite. Mais c'est vrai que ce match, il était fou, interrompu par la pluie plusieurs fois, qui se finit à la tombée de la nuit. Il faisait pratiquement nuit. Federer qui veut arrêter le match, l'arbitre qui demande à continuer et Nadal qui gagne après Mm. le super tie-break. Enfin, c'est vrai que c'est des moments incroyables. Et en fait, tu vois, comme je te disais au début, moi, je pense que voilà, j'ai eu la chance de vivre ce genre d'émotion. Et à chaque fois qu'il y avait une finale de Grand Chelem, j'étais, tu sais, on était. Alors, je sais pas si c'est pareil pour les autres fans de Nadal, mais moi, j'étais stressé, quoi. C'est-à-dire, il y a des points où, putain, j'étais. Tu sais, limite, je priais, quoi. J'invoquais tous les dieux, peu importe.
J'étais là, je me disais, mais pourvu qu'il gagne ce point, pourvu qu'il gagne ce point. Et avec Nadal, ce qui est fou, c'est qu'en fait, tu crois toujours. Ouais. Quelqu'un, et ça, c'est une des valeurs qu'il a retranscrit. Vas-y, Sach, tu veux dire quelque chose? Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit à Laura il y a quelques semaines, la demi-finale Inter contre Barcelone de Ligue des Champions. Et je lui ai dit, en fait, le foot, c'est tellement mieux quand t'es pas supporter. Parce que j'en avais un Ah ouais, autre, et de l'Inter et de Barça. Et là, tu te poses juste en spectateur et tu kiffes le spectacle, vraiment le ouais, spectacle. complètement. Donc, ouais, je comprends. Moi qui n'étais pas non plus fan absolu de Nadal, mais pour moi, c'était le number one, hein. Mais moi, je l'ai toujours regardé quand même sans stress. Donc, j'ai toujours regardé le spectacle. Ouais. Et toi, c'est vrai que je peux comprendre si t'étais stressé, que ça devait être horrible à vivre, en fait, parce que C'est je fou. l'imagine très bien. Mais c'est fou de, tu vois, c'est fou d'être quand même, je sais pas, c'est-à-dire que d'être à ce point impacté par quelqu'un. Moi, tu vois, c'est vrai que c'est une idole avec tout, encore une fois, avec tout ce qu'il transmettait. Mais à ce point, il y a des moments où je dormais pas. Après des défaites, comme en 2012 là, contre Djokovic, je me souviens, mais j'arrivais plus à dormir. J'étais dégoûté, mais dégoûté, quoi. Et je me disais, mais putain, mais comment on va se relever? Et limite, c'était on, tu vois, c'était pas Rafa, c'était on. Comment on va se relever de cette défaite? Comment on va réussir à gagner le prochain Grand Chelem, le prochain Roland-Garros, etc. Et, euh, et quand je pense, donc je t'ai dit, tu vois, les défaites qui m'ont fait pleurer, et les victoires, à part 2008 à Wimbledon, alors je pense que pour moi, la plus belle, c'est 2022 à l'Open d'Australie contre Medvedev, où pas grand monde l'attendait, et il est à mener 2-7-0 contre Medvedev, et là tu te dis, putain, mais merde, quoi, merde, de passer encore à côté de l'Open d'Australie. Il l'avait gagné qu'une seule fois à ce moment-là, et il avait perdu trois finales. Et genre, c'est con, quoi. C'est con de perdre encore à l'Open d'Australie en finale contre Medvedev, qui n'est ni Djoko ni Roger, quoi qu'on en dise. Et il perd de 7-0, et putain. Et tu sais, en fait, tu te dis, quand tu regardes Nadal, tu te dis, allez, on y croit, on lâche rien, on lâche rien. Et il a fini par gagner le match, et cette victoire-là, honnêtement, c'était la plus belle, et c'est une des victoires pour lesquelles ouais, j'ai pleuré, parce que c'était tellement d'émotions, c'était tellement intense. Et c'était magnifique, magnifique. Et bon, après, voilà, il y en a d'autres, mais petit, pareil, quand tu vois, quand il gagne l'US Open 2019, quand il le gagne, il a gagné quatre fois l'US Open, et sur les derniers, il remettait le débardeur. Et tu vois, t'as cette aura des débuts, cette jeunesse qui ressurgit. Ouais. Il remet le débardeur avec le bandana, et en fait, c'est cette jeunesse. Et c'est aussi, tu vois, Nadal, c'est aussi une sorte de jeunesse éternelle. Tu te dis, ce mec, il a été connu très très tôt. Il a 18 ans, c'était déjà un monstre. Et il a déjà marqué tout le monde, en fait, avec sa manière d'être, comme encore une fois, son aura, son débardeur, son charisme. Comment un mec à 18 ans peut avoir un charisme aussi fort. Et, euh, et voilà, il a réussi à marquer les gens de cette manière-là, et c'est une force de la nature, c'est un gladiateur. Il y a Service Volé, qui est un autre youtubeur tennis, qui disait, j'avais vu une de ses vidéos, il disait, mais si genre, au moment, à la période des gladiateurs ou quoi, t'as une guerre, et les mecs, les empereurs, etc., ils choisissaient un mec comme Nadal en premier, quoi. Vas-y, tu vois. Vas-y, tu vas tout écraser. C'est quelqu'un qui. T'as vraiment cette image de taureau qui rentre dans l'arène. Après, c'est aussi sa marque maintenant, c'est un taureau. Mais en fait, t'as vraiment cette marque qui le définit à 100%. Que quand tu le vois rentrer sur un terrain de tennis, le regard fixe comme ça, les Ah ouais, waouh, tu sais que en ah, fait, complètement. comme tu dis, il a tellement une aura importante que les gars devaient se chier dessus avant même de rentrer sur le terrain, Et quoi. c'est ça. Mais tu sais qu'il y a plein de gens qui te disent, mais moi, Nadal, j'ai perdu avant même de rentrer sur le terrain. Parce que quand tu le vois avant de rentrer, il fait des sessions d'échauffement au vestiaire, mais qui sont folles. J'ai vu quelques vidéos sur YouTube, etc. Mais il court partout. Il fait un bruit de malade. Il saute, il court, il fait des trucs. Tu sais, il tape avec sa raquette dans le vide. Il fait un max de bruit. Il intimide une tonne son adversaire. Et en fait, il y avait personne qui faisait ça avant. Et en fait, il y a plein de trucs qu'il a instauré lui-même. Alors peut-être avec son oncle, qui était son entraîneur, ou le fait. Alors déjà, bon, ça c'est une légende que comme quoi son entraîneur, il l'avait forcé à jouer de la main gauche alors que c'est un droitier. Mais tu vois, il a instauré pas mal de coups, le coup droit de l'assaut avec, tu vois, l'épaule un peu en arrière comme ça pour donner un maximum de lift.
Ça, c'est un coup qui n'existait pas avant. Le fait de se battre sur chacune des balles, de ne pas laisser une seule chance à son adversaire, même si t'es mené 40-0. Il y a, et encore une fois, tu vois, et ça, je voulais revenir sur ça. Moi, ça, je sais pas si je te l'avais dit, mais tu vois, il y a une fois, on m'avait demandé en interview de faire une sorte de chronologie de moi. Enfin, une chronologie, voilà, tes expériences, ce que tu as fait, ton école, tes différents jobs, etc. Où est-ce que tu vis. Et j'avais fait une chronologie. Alors, je me souviens, c'était pour Sneak, pour la boîte actuelle pour laquelle je bosse. Et j'ai mis dans la chronologie, j'ai mis 2004, découverte de Rafa Nadal. Parce qu'en fait, il m'a impacté, donc encore une fois, bien plus que sportivement, mais en tant que valeur, le fait de rien lâcher, le fait de s'arracher sur tout, de s'adapter, de s'adapter aussi à la douleur, à la souffrance, de jouer malgré la douleur, d'être au top, en fait, quoi qu'il arrive, et c'est des valeurs qui me sont chères. Et en fait, je pense que ces valeurs-là, s'il n'y avait pas eu Rafa, je les aurais peut-être pas eues. Tu vois, le fait d'essayer de jamais laisser battre vaincu ou vraiment se battre pour tout, ça, c'est des trucs, voilà, c'est grâce à Nadal que, franchement, j'ai eu cet apprentissage-là. Donc, en quelque sorte, il y a eu une part de moi-même qui a été éduquée par Rafa. Et je pense que beaucoup de gens ont eu aussi cette part d'eux-mêmes qui ont été éduqués par ces valeurs qui dégageaient. Je sais pas ce que t'en penses. Bah oui, non, mais je suis 100% d'accord avec toi, c'est impressionnant. Tu te rappelles, moi j'étais en train de me remémorer la fois où, je me rappelle plus si on l'avait vu, parce que j'étais vraiment jeune, quoi. Mais on Ouais, avait été à dis-moi. Monaco, c'était Monaco, et on avait vu Ouais. la Ah oui, star. exact. Alors c'était quoi exactement? La star, c'était mon fils, je crois, et puis tu vois un gars arriver en hélicoptère, et toi tu m'avais dit, ah c'est Raphaël Nadal et tout. Mais à l'époque, c'était pas Raphaël Nadal, tu vois, c'était juste un gamin. Et tu te rappelles de ce truc? Je me rappelle Ouais, plus. bien sûr, je m'en rappelle. Bien sûr, je m'en rappelle. Non, mais ce qui est fou, ce que tu dis, c'est que tu dis, c'était Raphaël Nadal. Mais en fait, c'était Raphaël Nadal déjà à ce moment-là, tu vois. Parce que justement, pour tout ce qu'il dégageait, ça veut dire que dès jeune, il avait fait déjà des prouesses de fou. Bon, bref, mais en tous les cas, ouais, c'était un club de tennis de Nice qui avait organisé ça avant Monte-Carlo. Je sais pas si tu te rappelles. En fait, il y avait le Ouais. tournoi de Monte-Carlo et avant Monte-Carlo, ils avaient fait venir dans ce club un truc de fou. Ils avaient fait venir des joueurs. Ils Il y avaient avait fait venir mon mon fils. fils. Ouais. Mon fils qui avait 18 ans. Et c'était mon fils la star. Je me rappelle très bien, dans mes yeux d'enfant, c'était mon fils la star. Ah ouais, dans tes yeux? Ah non, dans mes yeux, c'était Rafa, hein. Mais il y avait Nadal. Donc Nadal, il arrive et ah là là, putain, il arrive en hélicoptère aussi, une Ouais. aura. Encore une fois, et là, il avait aussi un débardeur. Et c'était incroyable, quoi. C'était incroyable. En quelle année ça? C'est, Tu c'est, te rappelles? Ça, c'était en 2005. Putain, moi j'avais 9 ans quoi. C'était en Ouais. 2005, ouais, je m'en souviens très bien. Et on avait été avec toute la famille, ouais, je crois qu'il y avait même Nathanaël. Il y Ouais. avait nos parents, ils nous ont amenés. C'est mon père qui avait vu, je crois, cette annonce où moi je l'avais vu. J'avais dit putain, il faut absolument qu'on y aille. Il va y avoir Rafa, et je vais avoir peut-être la possibilité de jouer avec lui. En fait, il fallait, en fait, t'avais fallait faire des petits obstacles et t'avais des petits défis qui te permettaient de taper la balle avec mon fils, Nadal ou d'autres. Moi, j'avais pas eu la chance de jouer avec Nadal ou de taper la balle avec Nadal. J'avais eu un autre mec, je me souviens plus qui, mais et à la fin, il y avait un des gars, un des jeunes comme nous, qui avait gagné le droit de prendre l'hélico avec mon fils et de passer la nuit enfin la nuit dans un hôtel où il y avait aussi mon fils à Monte Carlo et d'assister à un ou deux matchs avec lui. Mais même pas en tant que spectateur, en tant que, enfin, accompagnant, quoi, accompagnant de mon fils ou peut-être être dans les vestiaires ou autre. Et c'est vrai que c'est une anecdote intéressante que tu dis parce que enfin, je m'en souviens, tu vois, mais je me souvenais, j'allais même pas la mentionner, donc c'est hyper cool. Mm. Et après, pareil, tu vois, moi, mon rêve, c'était de voir Nadal en finale, même contre Roger. Malheureusement, ça n'a pas été fait, mais bon, j'ai eu la chance de le voir en vrai, Monte Carlo. À Bercy, à Paris aussi, j'avais vu un match de fou furieux. Il avait perdu ce match contre Wawrinka. Je pense que les fans de Nadal pourraient s'en souvenir. C'est le match où Wawrinka avait pris une petite tasse de café à un changement de côté. C'était un match incroyable aussi.
où Nadal était revenu à un set partout. Au final, il perd, mais c'est un super match. Et ouais, c'est fou parce que aussi, tu vois, le nombre de fans de Nadal autour de toi, bah, il y en a beaucoup. Hmm. Et, euh, et voilà. Quoi d'autre, Sach? Est-ce que toi, derrière toi, là, tous les livres de Rafa, c'est des biographies ou c'est quoi exactement? Non, alors t'as ce livre-là. Bah, alors ce livre-là, il est exceptionnel. Genre, je l'ai mentionné une fois, Rafa avec John Carlin, je sais pas comment tu prononces, où il raconte une tonne de trucs. Comment il a continué à jouer avec un doigt cassé, par exemple, quand il avait une dizaine d'années et qu'il avait gagné le tournoi. Tu revois toute son enfance. Enfin, vraiment, ce livre, je le conseille à 100%. C'est une référence, il est top. Et en fait, il commence au moment où Nadal perd. En fait, il est dans le vestiaire après la défaite en finale à Wimbledon contre Federer en 2007. Hmm. Et à ce moment-là, il se dit, mais en fait, peut-être que j'aurai plus jamais la chance de jouer en finale à Wimbledon. Et il n'avait pas encore gagné Wimbledon. Il avait fait en 2006, il avait perdu. En 2007, du coup, il avait perdu aussi finale. Et voilà. Et en fait, tu le vois pleurer. Enfin, lui, ça commence comme ça. Il pleure. Il n'arrive pas à se remettre de cette défaite. Et en fait, voilà, toute l'histoire du livre, tout le livre et toute son enfance est retranscrite en fait à partir de la finale de 2008 Hmm. que Nadal gagne contre Federer, donc ce match légendaire. Donc il finit par le gagner après deux finales consécutives perdues contre Federer. Il finit par gagner et donc ça commence à la défaite, ça se poursuit pendant le match. Et en fait, pendant le match, il y a une sorte de, voilà, on se remémore en quelque sorte son enfance, sa carrière, ses blessures, sa famille. Tu comprends, tu rentres dans son équipe, dans sa famille et comment Nadal fonctionne Hmm. et comment en fait, voilà, en étant le petit Raphaël, tu deviens Raphaël Nadal avec tout ce qui s'est passé. Mais voilà, ce livre, c'est une biographie, elle est incroyable. Et après, ça, c'est des petits. Ça, j'en ai acheté deux, trois. Des livres photos, peut-être plus des livres photos de Nadal. Et après la fin de sa carrière, voilà, j'en ai acheté deux, trois, mais c'est top. Et en fait, tu vois, pour conclure sur Nadal et sur cette partie aussi de nos vies, tu vois, à toi et à moi, comme je te le disais, c'est une part de mon enfance qui s'envole. Et en fait, tu vois, c'est maintenant que la vie adulte commence, en quelque sorte. Ouais. Tu vois, bon, on s'est mariés tous les deux, on a eu un enfant tous les deux, plutôt récemment. Mais en fait, pour moi, à quel moment la vie adulte commence, en fait, elle commence maintenant. C'est-à-dire que j'ai plus d'idole d'enfance. Nadal ne jouera plus, voilà, on pourra pas le suivre de la même manière. Euh, on pourra pas suivre les années au gré de ses accomplissements, des grands chelems, des finales gagnées. On restera à 22 pour toujours, tu vois, 22 grands chelems. Ouais. Euh, et, euh, et voilà, c'est la vie adulte qui commence et c'est de nouvelles choses qui commencent. Et encore une fois, pour moi, voilà ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le tennis continuera, et pas de la même manière, tu vois, pas de la même manière. Mais en tous les cas, moi, et pour conclure sur ça, genre, merci Rafa, merci Rafa. Je vais peut-être passer pour un fou, mais merci parce que tu nous as fait grandir. On a vécu tellement de beaux moments grâce à toi. Merci d'avoir été incroyable et vraiment on te souhaite, tu vois, le meilleur. Quand tu vois cet hommage avec son fils, avec sa femme qui pleure, sa Hmm. famille, tu te dis mais ce mec en fait, il a souffert en fait, il y a eu tellement d'émotions, de succès, mais pendant 30 ans, 35 ans, c'est une vie. Et tu tennis 15 heures par jour, quoi. 15 heures par jour à faire que ça. Et si c'est pas du tennis, c'est de la muscu. Si c'est pas de la muscu, c'est fais attention à ce que tu manges. Et si c'est pas fait attention à ce que tu manges, c'est faut retourner s'entraîner malgré les blessures. Et tu vois, c'est des souffrances, je pense qu'on pourra jamais se mettre à leur place à tous ces grands champions. Hmm. Et voilà, j'ai qu'une envie de lui dire, c'est va profiter de la vie, profite de ta famille, tout ce que tu as réussi. Tu as laissé ton empreinte. Ton empreinte, elle sera jamais sur le cours Philippe Chatrier à Roland-Garros. Tu seras jamais dans la légende. Donc va profiter à fond de ta famille, de la vie, et puis on t'oubliera jamais en fait. Tu vois, on t'oubliera jamais.
Tu as marqué. Et c'est ça que j'ai aimé dans l'hommage d'hier aussi. C'est qu'il y a ce qu'il disait, Rafa. J'ai vu ce qu'il a dit en interview plus tard. Il a dit, moi, je pensais que l'empreinte, c'était juste pour le tournoi, juste pour aujourd'hui ou pour le tournoi de l'année de Roland-Garros. Mais au moment où j'ai appris que c'était pour toujours, à ce moment-là, j'ai lâché, je me suis mis à pleurer. Il a dit ça et je le comprends parce que tu vois, le fait que ce soit forever, le fait que ce soit pour toujours, c'est-à-dire qu'il a réussi, et peut-être que c'était un désir profond pour lui, de rester dans la légende, de devenir une légende et de rester, de créer un héritage vraiment sur son nom, et que pour toujours, on mentionnera les 14 Roland-Garros de Nadal. Plus personne réussira à faire ça plus tard. J'y crois pas une seconde. 22 grands chelems. Nadal restera, quoi qu'il arrive, dans l'histoire du tennis mondial et dans l'histoire du sport de manière générale. Et voilà, il a réussi ça, quoi. Et c'est fou. Donc voilà. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton émotion. Et Merci, on se Sach. retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du débrief. Avec plaisir, c'était un plaisir. Merci Sach pour pour ton souhait aussi de partager ce moment avec moi. Et c'est un kiff. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. Et abonnez-vous sur la chaîne YouTube, sur Insta, TikTok, tout ce que vous voulez. Mais abonnez-vous toutes les semaines. On sera là pour deliver. Quoi qu'il arrive, on délivrera des épisodes. L'objectif, c'est de laisser notre empreinte comme Rafa. Dans le monde du podcast. Allez, on vous embrasse. Merci à tous. Ciao. Vamos. Vamos, Rafa. Vamos.